et messieurs de la presse. Je suis Jean-Valentin Liama, coordonnateur de la campagne Touche pas ma terre. J'ai à ma droite Franck Djili, qui ne présente plus. À ma gauche, Marc Kona, que l'on ne présente pas non plus. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette opération suite à la décision du Conseil des ministres du 2 octobre courant visant à transférer à la CDC, la Caisse de dépôt de consignation, l'ensemble des titres fonciers de l'État. Nous avons estimé que cette opération comportait des risques énormes au plan constitutionnel, au plan juridique, au plan foncier. Dans le cadre, n'est-ce pas, de cette opération, nous estimons que les intérêts des populations risquent d'être menacés. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette campagne. C'est une campagne citoyenne, ce n'est pas une campagne politique, n'est-ce pas? Et nous voulons donc, à travers cette campagne, sensibiliser l'ensemble de nos populations sur ces risques et engager un certain nombre d'actions auprès des autorités, mais aussi auprès de l'opinion pour que cette décision, n'est-ce pas, soit purement et simplement retirée. Alors, comme vous le savez, l'État a décidé, au travers de la CDC, de lever des fonds sur le marché international en hypothéquant des titres fonciers. Alors, ces titres fonciers, on nous dit qu'il y a à peu près 1500 titres fonciers qui seraient situés, n'est-ce pas, en zone urbaine. Mais derrière cette opération, nous soupçonnons le gouvernement de vouloir accaparer un peu plus tard, grâce à ces dispositions, certainement des terres rurales et des forêts, parce que pour lever des fonds sur les marchés internationaux, je ne pense pas que ce soit les titres fonciers qui sont situés en zone urbaine qui peuvent intéresser des fonds d'investissement internationaux, des investisseurs étrangers. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres pays, il y a effectivement le danger que demain après-demain, par différents artifices, nos forêts puissent faire l'objet de titres fonciers et être cédés, n'est-ce pas, à des groupes internationaux. C'est pour cela que nous avons monté cette opération et nous sommes aujourd'hui dans la phase de mener cet nombre d'actions, que ce soit au Gabon ici comme à l'étranger, en vue de faire face à cette imposture de plus. Voilà. Nous sommes donc disposés à répondre en détail à vos questions et en fonction donc des sujets, l'un de nous, Franck ou bien Marc, n'est-ce pas, pourra donner les réponses appropriées. Voilà. Bonsoir messieurs, ancien partenaire Yimba. Vous avez soulevé des risques que la décision, le décret pouvait porter. Pouvons-nous avoir quelques risques qui pourraient arriver à la longue en passant cette décision? Merci monsieur le coordonnateur. Alors, comme vous le savez, il l'a dit tout à l'heure, tout le monde l'a entendu, le gouvernement a donc décidé de céder les titres fonciers à la Caisse des dépôts et des consignations. Ces titres fonciers doivent donc servir l'hypothèque pour d'éventuels prêts sur les marchés financiers internationaux. À terme, si ces prêts ne sont pas remboursés, que se passe-t-il? Il y a possibilité de saisir les biens. Mais là, il s'agit de biens publics. Certains vous diront qu'il y a, vous objecteront qu'il y a le principe d'insaisissabilité des biens publics. Comme les biens appartiennent à une personne publique, les biens sont publics, ils ne peuvent pas être saisis. Soit. Mais ces biens peuvent néanmoins être aliénés. Tout bien public qu'il soit, ils peuvent être aliénés. C'est-à-dire que la personne peut être dépossédée de ses biens. Donc, on peut se retrouver dans une position où, parce qu'on n'a pas pu honorer les échéances du crédit, celui qui avait prêté l'argent, donc le créancier, va au tribunal et le tribunal oblige à vendre le titre foncier de force. Donc on met le titre foncier en vente aux enchères. Du coup, l'État perd ce titre foncier-là et il se retrouve entre les mains du plus offrant. Naturellement, comme il s'agit là des marchés financiers,
entre les fonds de pension, les fonds d'investissement, les banques étrangères, les multinationales étrangères, vous comprenez bien que le plus offrant, ça risque pas d'être national. Que ce sont les titres fonciers qui risquent de tomber dans l'escarcelle de multinationales étrangères. Ça, c'est un risque qu'on voit. On le voit d'autant plus que depuis un moment, il y a ce phénomène qu'on a appelé le phénomène d'accaparement des terres à travers le continent africain. C'est un phénomène qu'on a noté dans certains pays. En République démocratique du Congo, on a vu ça au Mozambique, on a vu ça à Madagascar. À Madagascar, d'ailleurs, ça a été à l'origine du départ de Marc Ravalomanana du pouvoir, parce que justement, le Sud-Coréen Daewoo avait acquis, pour une période de 99 ans, en plein territoire malgache, un titre foncier sur un terrain aussi grand que la moitié de la Belgique. Aussi grand que la moitié de la Belgique. Donc, on sait qu'en ce moment, il y a tous ces problèmes de plantation pour la fabrication des agrocarburants. Plantation pour les agrocarburants. Ces plantations-là ont besoin de vastes étendues de terre. Et ces vastes étendues de terre ne se trouvent pas en zone urbaine. Elles se trouvent forcément en zone rurale. Il y a donc risque à ce moment-là que ces titres fonciers ne passent entre les mains de multinationales étrangères. Donc, des portions de domaine forestier rural gabonais ne passent sous le contrôle de multinationales étrangères. Et comme chacun d'entre vous le sait, nos villages, vos villages sont situés en zone rurale, mais nos villages n'ont pas de titre foncier. Nos villages n'ont pas de titre foncier. Donc, si d'aventure un de nos villages se trouvait dans un de ces titres fonciers, il peut se retrouver demain entre les mains d'une multinationale étrangère. Voilà, entre autres, les risques qu'on a pu identifier. Maintenant, après, il y a aussi le risque, bien entendu, le risque financier. Le risque financier qui est que l'État gabonais est une personne morale différente de la CDC. Mais l'État gabonais a un taux d'endettement aujourd'hui qui est aussi à peu près autour de 63%, je crois. 65%. Donc l'État gabonais n'est plus assez crédible pour s'endetter sur les marchés financiers internationaux. Comme la CDC a une personnalité juridique distincte de l'État gabonais, l'État gabonais utilise la CDC pour que la CDC aille s'endetter en lieu et place de l'État. Comme la dette de la CDC ne sera pas comptabilisée dette de l'État, eh bien on continue à endetter le Gabon à travers la CDC. C'est donc une espèce de tour de passe-passe. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce stade. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est ce que j'ai appelé la boîte noire du foncier gabonais. Je crois que nous avons là une opportunité pour que le gouvernement, à travers cette action, publie aujourd'hui les 1500 titres fonciers dont le directeur de la CDC a parlé. Pourquoi? Pour ceux qui sont encore plus jeunes, quand nous allions à la foire, c'était des occasions mémorables. Et aujourd'hui, on a détruit la foire. On nous a fait comprendre que cet établissement sera bâti sur un autre site, parce que le site était devenu beaucoup plus étroit. On nous a indiqué le fameux jardin botanique. Et sur le jardin botanique aujourd'hui, ce n'est pas un établissement public, c'est un site privé qui est exploité par les privés. Et pourtant, on nous a présenté ce site comme étant un terrain de l'État. Je peux vous citer des exemples. Aujourd'hui, on nous dit que la cité-démocratie est un bien de l'État. C'est ce qu'on nous dit. La plupart des sites qui abritent, par exemple, le palais Léon-Bas, le palais du Sénat, le palais de la Cour constitutionnelle, même le palais présidentiel, pour le commun des Gabonais, ce sont des titres fonciers qui appartiennent à l'État. Aujourd'hui, si on nous publie la liste, il va falloir qu'on sache effectivement si effectivement ces terrains, ces titres fonciers appartiennent à l'État. Et je pense que, et c'est Franck qui l'a dit, nous avons là une occasion de solliciter au gouvernement la publication et des coordonnées géographiques et des coordonnées topographiques, et surtout les partenaires réels, les propriétaires réels de ces titres fonciers. Parce que si au demain on découvre que le titre foncier de la Cité de la démocratie n'est pas celui de l'État, je pense que les Gabonais vont effectivement savoir exactement à qui appartient la terre au Gabon.
Est-ce que la terre appartient à l'État ou la terre appartient aux individus qui, effectivement, sont au pouvoir depuis 50 ans et qui s'accaparent de toutes les portions de terrain. Voilà une occasion que nous avons pour que le gouvernement nous publie les fameux 1500 titres fonciers. L'Union est là pour le faire. Donc, voilà. Bien. Vous savez aussi que nous avons, à la suite de cette décision, nous avons écrit officiellement aux autorités, au gouvernement, pour demander un débat en direct avec le ministre de l'économie. Bon, l'actualité nous montre qu'il est actuellement aux réunions annuelles du FMI et puis de la Banque mondiale, mais il y a un porte-parole du gouvernement qui aurait pu effectivement le supplier dans ce débat. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune réponse officielle, mais par contre, il y a le directeur général de la CDC qui se répand dans les journaux, dans les médias, alors que nous n'avons pas comme interlocuteur le directeur général de la CDC. Nous voulons un débat avec le gouvernement. La CDC, le directeur général de la CDC ne représente pas le gouvernement. C'est une décision du gouvernement prise en Conseil des ministres auquel il n'assiste pas. Il y a là une révélation sur les dysfonctionnements que nous constatons de plus en plus au niveau des institutions, au niveau de la régulation des institutions. C'est particulièrement grave. Donc, que le gouvernement nous réponde, nous avons fait des demandes par écrit, mais que le gouvernement nous réponde. Nous avons adressé ces lettres aussi au Premier ministre. Donc, nous attendons, et cette conférence de presse est justement l'occasion pour nous de clarifier un certain nombre de choses. Et peut-être qu'à travers vous, cette conférence de presse va les inciter aussi, n'est-ce pas, à vouloir discuter avec nous. Maintenant, pour revenir aux arguments qui sont donnés, selon lesquels cette opération viserait à gonfler les capitaux propres de la CDC pour lui permettre d'avoir une surface financière plus importante et naturellement lever des fonds. Mais la décision du gouvernement ne parle pas de la capitalisation de la CDC. Le gouvernement dit que la CDC va emprunter pour le compte de l'État. Donc c'est de l'endettement public. La procédure en matière d'endettement public, c'est que ça passe par le Parlement. Le Parlement doit donner son quitus pour tout emprunt de l'État. Or, en passant par la CDC, cette procédure-là ne sera plus respectée. On contrôle le Parlement. Voilà pourquoi nous aussi, dans nos démarches, nous allons interpeller le Parlement sur cette manière, disons, assez voilée de contourner leurs compétences constitutionnelles. Alors maintenant, on nous dit aussi que tiens, mais les capitaux propres, le capitaux propre de la CDC aujourd'hui sont de 200 millions. Avec cette opération, ça va passer à 900 milliards. C'est extraordinaire. Donc on a déjà même fait l'évaluation de ces titres fonciers. C'est quand même extraordinaire. Donc, ces titres fonciers-là, ces 1500 titres fonciers valent 700 milliards de francs CFA. 795 milliards de francs CFA, mais ils sont situés où? Nous sommes aujourd'hui quand même, comme vous le savez, dans une crise immobilière assez profonde. La preuve, c'est que tous les grands immeubles de luxe, d'habitation, aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Vous passez partout, à louer. Et donc, je ne sais pas comment ils ont pu faire cette évaluation. Ça veut dire que cette évaluation, si on la passe effectivement dans les comptes de la CDC, ça veut dire que c'est un simple jet d'écriture. Voilà donc une institution qui va se mettre à emprunter alors que ses actifs réels, n'est-ce pas, la valeur de ses actifs réels, en termes réels, est plus faible, beaucoup plus faible. Mais c'est un risque de cavalerie qui est énorme, n'est-ce pas? Et il faut dire aussi que la CDC n'est pas tout à fait un modèle aussi de gestion. Je préfère ne pas évoquer ces aspects, mais il y a quelques années, il y a très peu de temps, les dirigeants de la CDC ont été inquiétés par un certain nombre d'enquêtes. Et le rapport de la Cour des comptes aussi est venu confirmer ces soupçons de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance qu'il y a dans cet organisme. Donc, nous ne sommes pas rassurés que des biens publics comme les titres fonciers soient confiés à cet organisme, parce que justement derrière, il y a une opacité dans la gestion
qui ne nous garantit rien sur la manière avec laquelle ces biens publics-là vont se gérer. Je reviens encore. Nous souvenons au premier mandat du président Ali Bongo la création des agences dans tous les secteurs. À vous entendre parler, c'est qu'aujourd'hui, après l'abolition des agences, on va vers la CDC pour continuer à contourner le Parlement, qui serait, selon moi, rien qu'une figure marionnette, pour continuer à endetter le pays. C'est très bien. Le directeur de la CDC a parlé de 1500 titres fonciers. Mais pendant ces 1500 titres fonciers, ils ont eu depuis quand? Parce que depuis le premier mandat, on cherche 5000 logements. Et nous cherchons toujours ce tour les écoles. Sinon, nos enfants sont toujours assis à même le sol pour apprendre. Est-ce que selon vous, c'est réel les 2500 titres fonciers? Non, disons que l'État, effectivement, c'est un nombre de parcelles qui lui appartiennent pour différentes raisons. Ça peut être, sur ces parcelles-là, il y a des édifices publics, il y a d'autres qui sont des terrains nus, n'est-ce pas? Bon, alors, et donc, l'État, effectivement, peut décider de prendre, de prendre des titres fonciers sur ces parcelles. Jusqu'à présent, ces titres fonciers sont gérés par la NUTC. C'est la NUTC qui est l'opérateur pour prendre ces titres fonciers. Alors, maintenant, ces titres fonciers vont passer donc maintenant de la NUTC à la CDC, de manière gracieuse. Bon. Vous pouvez bien me dire qu'il y a un déficit en termes de fonds, disons, au niveau foncier pour certains édifices publics. Effectivement, il y a quelques années, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on a des difficultés à trouver des terrains pour construire des écoles. Et paradoxalement, l'État a 1500 titres fonciers en zone urbaine qu'il ne peut pas mettre à disposition pour construire des écoles. Mais par contre, on peut les mettre à disposition pour des opérations spéculatives. Parce que c'est ça aussi. Le danger aussi de mettre ces titres à disposition de la CDC, c'est que ça peut faire l'objet de spéculation foncière. N'est-ce pas? Quand le marché de l'immobilier va être important, on pourra certainement vendre ces titres-là, puisque de toute façon, nous ne serons plus là dans la gestion de la CDC. Lorsque, par exemple, sur un titre foncier de l'État que nous connaissons, demain c'est peut-être un immeuble qui va s'ériger dessus. Nous ne serons plus là lorsque la CDC pourra certainement aliéner, n'est-ce pas, ces biens. Donc, effectivement, il y a de notre part cette exigence qu'il y ait une transparence sur ces titres fonciers, parce que après tout, c'est quand même des biens qui nous appartiennent à tous, n'est-ce pas? Et pourquoi les Gabonais qui sont à la recherche de parcelles, pourquoi les Gabonais ne pourraient pas être aussi, n'est-ce pas, demandeurs, acquéreurs de ces titres fonciers? S'ils sont de très grands, par exemple, les morceler, pourquoi pas? Pourquoi forcément, n'est-ce pas, les mettre à disposition de l'urbanisme à des fins spéculatives? Donc voilà pourquoi tous ces sujets-là suscitent notre inquiétude et nous sommes donc déterminés à aller jusqu'au bout dans cette démarche, dans ce combat. Nous allons saisir les autorités, nous avons saisi les autorités, nous allons saisir les parlementaires. Je crois que les parlementaires seront certainement sensibles aux arguments que nous allons leur présenter. Y a-t-il pas Ahmed Itombi, également. Je voulais te poser deux questions. Apparemment, vous êtes déjà en avance sur le sujet. Je voudrais savoir, est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des pistes, solutions qui vont pouvoir enrichir le débat devant l'Assemblée ou devant les personnes que vous avez rencontrées qui sont parmi les membres du gouvernement? Et deuxième question, je voudrais savoir quel est l'impact de ce décret qu'il y aura sur les populations d'abord et évidemment aussi sur l'État. Bon, mais écoutez, nous n'allons pas aussi dévoiler toute nos stratégies là maintenant, parce que vous savez, en face, c'est ce qu'ils attendent. Nous avons un programme d'action que nous allons dérouler. Et nous n'excluons pas d'aller aussi sensibiliser, n'est-ce pas, les populations dans les villages, n'est-ce pas? Parce que la question de la terre, je l'ai dit déjà quelque part, la question de la terre est très sensible. Il y a des guerres. La première guerre mondiale, mon Dieu, c'était une question de terre. Il y a des conflits actuellement entre des États à cause de la terre.
à cause des frontières. Il y a des conflits au sein des États, même en Afrique centrale, à cause de la question de la terre. Et donc, nous sommes, en tant que Bantous, nous sommes attachés à la terre. C'est tellurique, ce sentiment, vraiment, la relation que nous avons avec. Nous parlons du village. Quand nous voulons repartir chez nous, nous disons, je vais au village. En fait, le village, c'est quoi? Parfois, il n'y a même plus de maison, il y a juste, c'est un mot. Mais la terre, c'est la terre qui, elle est sacrée. Et vous voyez même les conflits que les populations ont avec les compagnies forestières. Un beau matin, puisque les permis sont attribués sur carte. C'est sur les cartes. On dit, bon, écoutez, ami, à tel endroit, ben, voilà, il y a un permis là, il y a la forêt disponible là. On prend un décret et puis on attribue le permis. Et un beau matin, vous voyez donc des engins qui déboulent et tout, les gens qui rentrent dans la forêt, qui commencent à exploiter le bois, mais c'est pas possible. Hein? Il y a des conflits même en somme. Il y a des populations qui empêchent même certaines compagnies forestières de couper le bois dans les zones rurales. Donc, et l'avantage avec le permis forestier, c'est qu'il est d'usage temporaire. C'est quand vous avez fini d'exploiter la forêt, vous partez. Mais dans le cas qui nous concerne, la cession sera définitive. Et l'acquéreur pourra en faire l'usage qu'il veut. C'est ça là justement déjà, c'est ça le danger. Donc nous avons un certain nombre d'actions au Gabon comme à l'international, même si notre ami de gauche a été interdit de passeport. N'y a-t-il pas un risque que le débat soit biaisé quand on sait que, pour l'instant, le contenu du décret n'est pas connu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas réellement les contours de cette cession que le gouvernement a appelée transfert, parce que dans la décision du Conseil des ministres, le gouvernement parle de transfert de titres fonciers et non pas de cession. Comment? Parce que c'était ça dans le document, en fait, il était question de transfert. Alors, on parle de cession depuis le début et malheureusement dans la réaction qui a également été faite par la CDC, on est maintenant dans la cession, ce qui n'est pas forcément mentionné dans la décision. Est-ce que les actions que vous entreprenez, en tout cas que vous avez dans votre plan, vont cadrer avec, disons, le contenu même du décret? Parce que pour pouvoir décider de ce qu'on va faire sur un problème comme celui-ci, il faut déjà savoir ce qu'il en retourne. Qu'est-ce qu'il y a dans le décret? Qu'est-ce qu'on dit exactement? On sait quoi? À part les chiffres qui sont sortis, nous n'avons pas de document. Pour l'instant. Mais nous, dans notre communication, nous ne disons pas que les titres ont été cédés. C'est bien un transfert. On a dit un transfert à titre gracieux. Mais nous parlons des risques. Puisque ces titres sont transférés à la CDC pour que la CDC les mette en hypothèque au moment où l'État voudra emprunter. N'est-ce pas? Bien. Donc le risque de cession, il est ultérieur. Et comme vous savez, l'État, notre État est très, très mauvais payeur. Puisque la dette aujourd'hui qui est de plusieurs milliers de francs CFA, cette dette-là n'est pas constituée que du principal. L'essentiel aussi de cette dette est constitué des pénalités pour non-paiement. Et souvent ces pénalités-là se chiffrent aussi en milliards, n'est-ce pas? Donc, si l'État, et comme nous l'observons, les PME gabonais sont là pour témoigner que l'État a beaucoup du mal à payer sa dette intérieure. La dette extérieure, il y a des pressions effectivement pour qu'elle soit payée, notamment à travers le FMI. Mais rien ne garantit que ces fonds-là que l'État va emprunter seront remboursés à bonne date. Et que donc, ces hypothèques-là vont être mises en œuvre par les acquéreurs. C'est aussi bien que cela. Donc, le risque donc, est celui-là, le risque de cession, il est ultérieur. Voilà pourquoi c'est dès maintenant que nous devons, n'est-ce pas, tirer la sonnette d'alarme. Une autre question?
Question? Apparemment, les autres n'ont pas de questions. Je vais encore revenir. Ma question va porter sur les générations futures. Cette session, du foncier de l'État, a quel impact sur les générations futures? Si on se retrouve dans une situation où les titres fonciers ou les portions des titres fonciers localisés dont les terres sont, qui portent sur les terres rurales se retrouvent transférés à des multinationales ou à des banques étrangères, il y a naturellement un risque de sécurité foncière pour les communautés locales, les communautés de ces zones-là. Dès lors qu'il y a un risque de sécurité foncière pour les communautés de ces zones-là, il y a naturellement un risque pour les générations futures. Il y a aussi derrière ça des risques de perte de biodiversité. Il y a des risques de perte de biodiversité, des risques de déforestation, toutes choses qui ont aussi des répercussions sur les générations futures. Parce que comme on le sait, les multinationales aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les plantations à grande échelle, pour le développement des agrocarburants. Et ces plantations-là, généralement, quand on arrive dans une zone, c'est des coupables. Hein. On rase complètement. Et là, il y a perte de biodiversité, il y a déforestation complète. Et avec tout ce que ça entraîne en termes de perte de biodiversité, parce qu'il y a destruction d'habitat. Et puis aussi, il y a la question de l'eau. Si l'aventure, il y avait des investissements qui s'installaient en zone rurale, il y a aussi le risque de confiscation des ressources en eau. Parfois, pour des besoins d'irrigation des plantations, on peut être amené à détourner les cours des fleuves. Donc, tout ça finit par avoir des répercussions sur le mode de vie des populations, sur leur vécu quotidien et, bien entendu, sur les générations futures. Nous savons que le gouvernement gabonais aime foncer tête baissée. Sur toutes les positions, ils ne savent pas reconnaître leur tort, sauf les enfants, les élèves à qui fait jeter mon chapeau, qui avaient réussi à cela une dernière 2 ans à les faire revenir sur leur décision. Est-ce que vous êtes sûr que votre démarche aujourd'hui n'est pas un coup de pied dans l'eau? Parce qu'une fois qu'ils ont décidé, ils vont foncer, quel que soit ce qui va arriver, ils vont foncer, ils vont foncer tête basse sur leur décision. Est-ce que vous aujourd'hui, demain matin, la session est faite, automatiquement c'est mis sur la spéculation financière? Pour vous, ce ne serait pas un coup de pied dans l'eau, un devoir mal fait? Vous savez, une campagne quand elle est menée, elle est menée contre plusieurs acteurs. Et nous sommes en train de dénoncer une opération qui va impliquer et l'État gabonais et des partenaires internationaux. Mais il est évident que si l'État gabonais n'arrive pas à écouter le son de cloche que nous sommes en train de donner, mais il est évident qu'à l'international, ça ne va pas être le cas. Je préfère vous dire qu'aujourd'hui, le Gabon est un État de non-droit. Mais les multinationales, que ce soit les multinationales ou les banques, sont soumis à certaines exigences en termes de responsabilité sociétale de ces entreprises. Par exemple, en Europe, vous avez la directive européenne sur la responsabilité sociétale des entreprises européennes. Aux États-Unis, vous avez la loi Dodd-Frank qui concerne, disons, tout ce qui touche au respect des droits des populations, au respect de l'environnement et surtout à la lutte contre la corruption. Donc, si au Gabon ils sont sourds, à l'international ils ne seront pas sourds. J'ai l'expérience des campagnes que nous avons menées ici où effectivement on nous a traités, on nous a dit écoutez, vous ne pouvez rien. Mais comme ça n'impliquait pas uniquement des oligarques gabonais, c'est-à-dire des dictateurs gabonais qui ne respectent aucune loi, d'autres entités au niveau international tiennent à ce que leur image ne soit pas ternie. Beaucoup d'entreprises sont cotées en bourse, les Américains, les Européens,
Et même aujourd'hui, les Chinois, on a tendance à penser que les Asiatiques sont mis de côté par rapport à une certaine réglementation internationale qui lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de se rendre compte que cette image est très préjudiciable. Donc, si le gouvernement gabonais reste sourd à nos revendications, à l'international, puisque c'est de l'argent il s'agit, ils seront obligés, je dis bien ils seront obligés de s'aligner. Je n'ai pas envie de citer les campagnes que nous avons menées et que nous avons gagnées tout simplement parce qu'il y en a qui se sont dit, nous préférons une bonne image qu'à une très mauvaise image. Et en discutant cette semaine avec certains partenaires internationaux, je pense que ce dossier est très suivi. La campagne que nous menons est très bien suivie au niveau international. Pourquoi? Parce que c'est à l'international que le Gabon va chercher de l'argent. Alors pour avoir une garantie. Vous n'êtes pas sûr qu'en venant vous installer au Gabon, en occupant un terrain, vous n'êtes pas sûr de l'exploiter quand les populations ne sont pas en accord avec vous. Vous pouvez avoir toutes les signatures au sommet de l'État, vous pouvez avoir tous les accords, mais pour aller exécuter votre projet sur le terrain, si les populations ne sont pas avec vous, si les populations s'opposent, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas le gouvernement, même avec les militaires, qui va faire en sorte que votre projet se déroule dans de bonnes conditions. Donc, il y a tous ces aspects qui sont pris en compte par les multinationales, par les banques qui injectent leur argent. Aujourd'hui, je préfère vous dire que le Gabon n'est plus en mesure d'aller chercher de l'argent à l'international. Le Gabon en tant que Gabon. Ils sont obligés de passer par ce type de raccourci. Et si nous sommes capables de démontrer, comme Jean-Valentin l'a dit, que même au niveau de la CDC, la bonne gouvernance n'est pas au rendez-vous. Si nous sommes capables de dire, attention, la dette, elle est en train de devenir odieuse au Gabon. Et qui dit dette odieuse, dit le refus du remboursement de cette dette. À partir du moment où la population va refuser, le peuple gabonais va refuser à un moment donné de rembourser cette dette parce qu'elle n'a pas servi à développer des infrastructures de base. Regardez la nationale. Regardez la nationale. Nous sommes à 80 km de Libreville et on ne peut plus traverser, on ne peut plus passer quand il pleut. À partir de cet instant, on se pose des questions où sont passées des sommes colossales qui ont été engrangées dans le cadre de la réhabilitation des routes. Donc, autant de questions et autant d'interrogations qu'on peut renvoyer à ces banques ou bien à ces multinationales qui veulent venir investir au Gabon pour leur dire attention, vous êtes en train d'aller vers une insécurité en termes d'affaires. Le monde des affaires n'a pas besoin de tout ce bruit-là. C'est pour ça que nous faisons le bruit pour qu'eux aussi commencent à s'interroger. Ils vont nous aider, ils vont nous accompagner dans la vérification de certains détails qui peut-être échappent. Il ne suffit pas de dire, voilà, nous allons mettre les titres fonciers de l'État à la disposition de ceux qui voudraient nous passer de l'argent. Il suffit aussi que ces vérificateurs vérifient si ces opérations seront rentables pour eux. Est-ce que je peux savoir, dans votre démarche, qu'est-ce que vous attendez au final par rapport à votre démarche? Le retrait. Le retrait de cette Absolument. Qu'on n'en parle plus. Que les Gabonais jouissent librement de leur terre. Et surtout que Franck est mieux placé pour en parler. Le plan national d'affectation des terres. Où est-ce que nous en sommes? Enfin, voilà notre débat qui est sur la table. On n'a pas résolu. Ce plan national d'affectation des terres n'est jamais sorti du stade de je sais pas moi, d'études. Et quand on nous parle de titres fonciers, l'État à mettre à la disposition, je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose. Non, le plan d'affectation des terres, en fait, il se veut un instrument d'orientation. C'est en fait un instrument d'orientation qui va permettre de découper ou
ou scinder le territoire national en plusieurs zones et de faire des affectations aux différentes zones. Donc, il y aurait des zones minières, des zones d'extraction, des zones rurales, des zones pour accueillir des infrastructures. Donc, en fonction des caractéristiques des sols, en fonction de la végétation, en fonction de la démographie, en fonction de la sociologie, on définira les affectations, les usages qui pourraient être affectés, qu'est-ce qui peut être fait dans telle zone, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, et également les modalités de règlement, des règlements des différents sites d'aventure, deux types d'affectation venant à se rocher. Il peut se trouver qu'on découvre dans une zone qui est affectée à l'agriculture, du pétrole. Comment on fait? Donc le plan d'affectation des terres a en fait pour but de poser ce cadre général. Mais ce cadre général lui-même, il doit correspondre déjà à une stratégie politique et économique nationale. Il y a des orientations politiques et économiques nationales qui guident donc cette espèce de zonage du territoire national qui doit être fait. Et ce zonage du territoire national, maintenant, à l'intérieur, il va maintenant y avoir un autre travail de canal, de bornage, de délimitation. Ça, là, on entre maintenant progressivement. Mais le plan national d'affectation des terres, lui, c'est au niveau purement macro. C'est une forme de schéma d'aménagement du territoire. C'est une composante du schéma d'aménagement du territoire. À ce jour, on en a parlé, mais il est resté inarrêté, on en parle beaucoup. Et c'est d'ailleurs parce que c'est transversal qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il a été rattaché au ministère des Forêts. Parce que le ministère des Forêts ne porte que la politique forestière, il ne porte que la politique climatique. Or, le plan national d'affectation des terres concerne aussi l'agriculture, concerne aussi les mines, concerne aussi le pétrole, concerne... Donc, ailleurs, c'est le ministère de l'aménagement du territoire qui le porte, ou même le ministère de l'économie. Mais bon, à ce stade, il a été confié au ministère des Forêts. On verra comment est-ce qu'il va être mené, mais dans le contexte actuel, on peut quand même se poser quelques questions, parce que justement, ces titres fonciers qui peuvent être placés, ils peuvent prendre plus ou moins d'importance selon les différentes affectations que l'on veut attribuer aux zones, selon les affectations. Parce qu'il peut y avoir certaines catégories de terres qui peuvent être plus rares que d'autres, il peut y avoir certains usages qui peuvent être plus importants que d'autres, donc il y a un peu toutes ces choses-là. Donc, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes aussi plus dans la préservation de l'écosystème, préservation de la nature dans vos démarches. Tout va ensemble. Tout va ensemble. La protection de l'environnement, la biodiversité, l'aménagement du territoire, mais aussi, surtout, le maintien des modes de vie des populations. Oui, la lutte contre la déforestation, ça rentre aussi avec la pollution que toutes les industries peuvent apporter. Le plus important, c'est le droit des communautés, oui. Les droits des Gabonais. Le plus important, c'est les droits des Gabonais, notamment leurs droits substantiels, les droits d'usage. Il faut qu'ils aient la possibilité d'user de leur forêt. Les droits de propriété, qu'on leur reconnaisse leurs droits de propriété. Même si nous sommes sous un régime domanial qui fait en sorte que c'est l'administration qui crée la propriété, parce que chez nous, donc, la propriété ne naît qu'après immatriculation, on doit pouvoir leur reconnaître leurs droits fonciers légitimes. Parce que ces villages-là préexistent à l'État gabonais, à l'État gabonais indépendant. Ces villages-là sont là avant l'État gabonais. Donc on doit pouvoir leur reconnaître ce droit de propriété. Et puis, on doit pouvoir aussi leur reconnaître un droit au partage des bénéfices. Ils doivent pouvoir tirer bénéfice des ressources naturelles qu'il y a dans leur environnement. Voilà, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est les droits des populations. Bien. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Et donc, je voulais, au nom des membres de la campagne Touche pas ma terre, là nous sommes des porte-parole, mais cette campagne mobilise un certain nombre de Gabonais, que ce soit ici au Gabon comme dans la diaspora, à l'étranger. Et donc, au nom de tous nos amis, nous vous remercions de nous avoir donné cette opportunité d'expliquer les enjeux de cette opération. Et nous serons en tout cas ravis de vous rencontrer un de ces jours s'il y a de nouveaux développements dans la campagne que nous menons. Merci. Merci.